Ok, bonjour tout le monde et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors si vous vous en souvenez, il y a quelques temps, pour ceux qui se traînent un peu sur YouTube, Villebrequin a fait une vidéo sur Tesla où il était assez critique vis-à-vis de la marque. Et en fait, Tesla News France, une chaîne qui défend l'actualité de Tesla et qui est assez pro-Tesla, on va pas se mentir, il a réagi et les accuse d'avoir rien compris à Tesla. J'ai vu la vidéo et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une analyse. Parce que leur argumentaire est peut-être pas officiel. C'est parti. C'est pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Elon Musk, parce que ça a l'air d'être un gros trou du cul. J'aime pas Tesla, j'aime pas les voitures électriques dans sa globalité. Elon, ça a l'air d'être un sale con quand même. Épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on va décortiquer la récente vidéo de Villebrequin sur Tesla, et vous l'aurez deviné, il y a pas mal de choses à dire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien dans la description. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la chaîne YouTube Villebrequin dont on va parler aujourd'hui, j'en doute quand même, c'est l'une des plus grosses chaînes YouTube françaises qui parle d'automobile. Sur cette chaîne, les deux animateurs, qui ne se cachent pas d'être des aficionados de moteurs thermiques, je trouve ça hyper objectif de notre part, qui vous le savez, nous on aime le thermique, point. Sont connus pour leur franc-parler et leur bonne humeur, mais surtout pour les tests incroyables qu'ils font subir aux véhicules. Jusqu'ici, ouais, ça se tient, la description de la chaîne, bon bref. Bref, pour nous, Villebrequin, c'est un peu comme le Top Gear français. Alors pourquoi Villebrequin a presque tout faux à propos de Tesla et comment cela se fait qu'en 2022, il n'ait toujours pas compris les fondamentaux de la compagnie d'Elon Musk? Alors là, en fait, j'ai un petit problème avec cet argument-là. Déjà, balancé direct, ils ont presque tout faux. Ça fait être une méthode argumentaire pas ouf. Et puis surtout parler des fondamentaux de la compagnie, non, ça parle pas de comprendre les fondamentaux d'une compagnie. Enfin, c'est un discours très... Enfin... je veux dire, on peut avoir des visions différentes sur la stratégie d'une entreprise et son fonctionnement. Bon, bref, continuons. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Tesla News France, la chaîne à l'affût des dernières actus de Tesla, de voitures électriques, d'Elon Musk et de toutes les nouveautés dans ce domaine. N'oubliez pas que si vous ne voulez plus rater aucune de nos vidéos, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche. Et pour les heureux propriétaires de Tesla, connaissez-vous l'optimisation retrouvée et spécialement on va passer la sponsor. Le lien de la chaîne dans la description. Maintenant, retour à la vidéo. Le nom de la chaîne en dit déjà long. Alors là, on est sur l'ad hominem basique, s'attaquer au nom. Bon, c'est pas ouf comme méthode argumentaire, mais voyons ce qu'ils ont à dire, parce que vous allez voir, c'est... Comment dire, plutôt intéressant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Ce que vous venez de voir, et qui est le générique de la vidéo en question, est un Villebrequin en action. Ironiquement, pour comprendre un peu mieux le point de vue de Villebrequin au sujet des voitures électriques, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que le nom de la chaîne, Villebrequin. Et on part sur un argument pourri, je sens, mais... Attendez. En effet, depuis l'avènement des voitures électriques modernes, le Villebrequin est devenu une pièce inutile et obsolète. Alors... Oui mais non en fait. Alors effectivement, dans une voiture électrique, il n'y a pas de Villebrequin. Effectivement. Mais là, bah, c'est un argument un peu pourri. Parce qu'imaginons que, je sais pas, je fasse une chaîne sur l'informatique et que je parle de disquettes. Enfin, imaginons que je fasse une émission sur l'informatique et que j'appelle cette émission la disquette. Vous savez, les disquettes, c'est des trucs qu'on trouvait sur les vieux PC. Les disquettes aujourd'hui, c'est obsolète. Mais en quoi le fait d'appeler mon émission la disquette fait que je serai obsolète sur la vision de l'informatique? Ou même de l'électronique qu'on utilise dans les ordinateurs? Bah non, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on argumente. Hein. Là, on est sur une méthode argumentaire, enfin, c'est de l'argumentation fallacieuse. Voilà, clairement. Il n'y a pas de Villebrequin dans une voiture électrique, car celle-ci est dépourvue de boîte de vitesse. Et allez, là, on se retrouve sur un truc
pas de vilebrequin dans une voiture électrique car celle-ci est dépourvue de boîte de vitesse. Bourre le bac -12 en mécanique, putain. Je vous invite à aller lire la fiche technique d'une Formule E, qui est une monoplace électrique. Une Formule E est dotée d'une boîte de vitesse avec 1 à 4 rapports, si je dis pas de bêtises, il y a peut-être même du 5 rapports. Je suis pas sûr, ça dépend des générations de Formule E, mais le fait est qu'on trouve des boîtes de vitesse encore aujourd'hui sur les Formule E. Et par exemple aussi sur les voitures électriques de série, la Porsche Taycan est dotée d'une boîte de vitesse à 2 rapports, qui en fait globalement on peut, c'est 2 rapports en fonction en fait de si vous êtes sur des phases d'accélération, des phases de croisière, si je dis pas de bêtises. Et en fait, si on peut mettre une boîte de vitesse dans une voiture électrique, et c'est pas conditionné par l'existence d'un vilebrequin. C'est bon. Effectivement, beaucoup de voitures électriques n'ont pas de boîte de vitesse, mais dire que une voiture électrique est dépourvue systématiquement de boîte de vitesse, c'est faux. Et l'existence d'une boîte de vitesse n'est pas conditionnée à la présence d'un vilebrequin du coup. Voilà. Elle est inutile car un moteur électrique est capable de fonctionner sans problème jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute. Alors attendez. Machine asynchrone triphasée. On va même pas triphasée, on va juste prendre machine asynchrone. Alors en fait la machine asynchrone c'est un moteur électrique asynchrone d'ailleurs. On va plutôt prendre la machine synchrone du coup. Alors, la vitesse de rotation d'un moteur électrique, c'est les moteurs électriques alternatifs les plus efficaces. Vous avez la formule là, je veux juste vérifier la formule. Alors nous avons N, la vitesse de rotation de la machine. Ouais, alors attendez, on parle en tours par quoi là? On parle en tours par minute. Alors, donc nous avons une fréquence F et un nombre de pôles P. En fait, des paires de pôles, pardon. En gros, la paire de pôles, ça veut dire qu'on a un aimant avec nord-sud et le nombre de paires de pôles, c'est le nombre d'aimants, enfin c'est le nombre de pôles nord-sud, c'est le nombre de paires nord-sud qu'on a. On prend la fréquence, on la multiplie par 60. Pourquoi? Parce qu'une fréquence, c'est le nombre de... La fréquence, c'est lié au nombre de... Comment dire? Je vais essayer d'expliquer la chose de manière à ce que ça soit bien compréhensible. La fréquence d'un signal, c'est le nombre d'oscillations du... Ouais, c'est le nombre d'oscillations du signal par... Nombre de périodes par seconde, voilà. Par exemple 50 Hz, ça veut dire que mon signal, sur une seconde, j'aurai 50 périodes du signal. Autrement dit, une période fera 1/50e de seconde. Voilà. Bon. Maintenant, imaginons que je travaille avec du 50 Hz. Eh bien, je ne peux pas dépasser les 3000 tours minutes. Si je travaille avec du 100 Hz, 60 x 100, ça fait... Je prends une calculette. 60 x 100... Que je sois sûr, oui, ça fait 6000 tours minute, voilà, putain, je sais plus compter. Bon, bref, vous l'aurez compris, dire qu'un moteur peut monter à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute. Si je fais 10 000 divisé par 60... il me faut une fréquence de 166 Hz. Je vous rappelle que à 50 Hz, on a le courant électrique, on a le signal électrique qu'on utilise dans les installations domestiques.
et que plus de 150 Hz, on a une fréquence qui est quand même très élevée. Donc plusieurs dizaines de milliers de tours par minute, on oublie. Enfin, je veux dire, plusieurs dizaines de milliers de tours par minute, c'est colossal. Imaginons que je vais monter à 100 000 tours minute. Il me faut une fréquence de 1,7 kHz, pratiquement 1666 Hz pour être précis. Si j'ai une seule paire de pôles. Sachant qu'en règle générale, je vais foutre plusieurs paires de pôles sur mon moteur parce que le nombre de paires de pôles fait varier d'autres choses. Que je retrouve les trucs. Bon, voilà, le nombre, enfin, voilà, si j'ai un moteur avec une seule paire de pôles, il va me faire des fréquences qui sont colossales. Et je vous laisse imaginer si j'ai un moteur avec 2, voire 3, voire 4 paires de pôles pour monter à 10 000 tours minute. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 166 Hz, je vais en avoir 4 fois plus si j'ai 4 paires de pôles. Je vous laisse imaginer le bordel de sortir plus de 500 Hz de fréquence. Avec une batterie. Ça veut dire qu'il vous faut un onduleur en sortie de batterie qui va nécessiter une quantité d'énergie qui va être énorme. Parce qu'en fait, pour faire varier la vitesse d'un moteur, dans les voitures électriques, on utilise des moteurs, des machines synchrones ou asynchrones, on a les deux. Globalement, une machine asynchrone, c'est une machine synchrone qui est désynchronisée. Voilà, on va pas faire plus compliqué. Dites-vous que... je vous laisse imaginer le bordel s'il vous faut des fréquences aussi élevées pour atteindre plusieurs dizaines de milliers de tours minute. En fait, la boîte de vitesse, c'est là qu'elle prend son sens. C'est que si je veux monter vite avec une voiture électrique, je vais être obligé d'utiliser... Enfin, je veux dire, si un seul rapport, on peut atteindre 400 km/h. La gueule des ventilos qu'il va me falloir pour mon onduleur, c'est un enfer. Surtout qu'en fait, j'utilise un variateur de fréquence pour faire varier ma vitesse. Et le fait d'avoir plusieurs pôles, par exemple, va me permettre de faire varier la puissance, etc. Enfin, bref. Un moteur électrique est capable de fonctionner sans problème jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de tours minute. Alors oui, le moteur, il n'aura pas de problème. Par contre, mon variateur de fréquence, et ma batterie et mon onduleur, ils vont prendre tarif. Qu'on soit d'accord. Ça peut impacter la fiabilité du matériel. Puis surtout, il va me falloir une sacrée puissance sur mon matériel. Capable de fonctionner sans problème jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute. Il fournit directement la rotation, contrairement à un moteur thermique qui doit convertir le mouvement rectiligne des pistons en mouvement circulaire via son vilebrequin. Et en parlant de vilebrequin inutile, je parle de la pièce mécanique, pas de la chaîne YouTube, ce passage de leur vidéo nous a fait complètement bondir de notre chaise ou nous a fait énormément rigoler. Au choix. Mais n'oublions pas qu'une voiture thermique, pour l'instant, est l'objet le plus efficace qu'on ait pour se déplacer. Alors là, on touche le summum de la mauvaise foi ou de l'ignorance. Là aussi, c'est au choix. Donc, au risque de passer pour un fact-checker, comme c'est la mode en ce moment, on doit quand même remettre certaines pendules à l'heure. Non, la voiture à essence n'est pas la panacée de l'efficience, bien au contraire. Attendez. Non, la voiture à essence, la mode en ce moment, là aussi, c'est au choix. Alors là, on touche le summum. N'oublions pas qu'une voiture thermique, pour l'instant, est l'objet le plus efficace qu'on ait pour se déplacer. Alors, ils nous disent l'objet le plus efficace, et là, ils nous parlent d'efficience. Je vous rappelle que l'efficience, c'est... je rappelle que efficace, c'est le truc le plus adapté que je vais avoir pour faire quelque chose. L'efficience, c'est le truc qui va être le mieux en termes de consommation d'énergie. C'est pas pareil. Efficient, ça veut pas dire efficace. Enfin, c'est pas dans le même sens. Donc là, en fait, ouais, c'est bien de déformer les propos. La mauvaise foi est du côté de Tesla News France dans cette situation, excusez-moi. Hein. Mais bon, voyons voir. Alors là, on touche le summum de la mauvaise foi ou de l'ignorance. Là aussi, c'est au choix. Bah oui, effectivement. Parler d'efficience quand l'autre vous parle d'efficacité, c'est de la mauvaise foi ou alors de l'ignorance de la différence entre les deux termes.
Hein, je suis désolé, mais ça veut pas dire la même chose. Je peux avoir un engin très efficace avec un rendement de merde. Donc pas efficient, mais qui sera efficace. Par exemple, une Bugatti Chiron, pour prendre plus de 400 km/h, c'est efficace. Maintenant, j'ai bien plus efficient. Par exemple, chez Koenigsegg. C'est tout aussi efficace, mais c'est bien plus efficient. Parce que le Koenigsegg nécessite moins de puissance, moins de cylindrée. Alors, au final, il est vrai que du coup... par contre, voilà, la Chiron, elle sera plus rapide. Mais la Koenigsegg est plus efficiente. C'est ça la différence. Donc, au risque de passer pour un fact-checker, comme c'est la mode en ce moment, on doit quand même remettre certaines pendules à l'heure. Non, la voiture à essence n'est pas la panacée de l'efficience, bien au contraire. Ouais, mais c'est la panacée de l'efficacité sur certains points. Voyons voir. En moyenne, l'efficience d'une voiture à moteur à combustion interne est d'environ 20% pour ce qui est de convertir l'essence en mouvement. Tout le reste, c'est-à-dire les 80% restants, sont perdus en chaleur et en friction. En d'autres termes, lorsque vous mettez 100 € d'essence dans votre voiture, vous brûlez littéralement 80 € pour que votre voiture puisse avancer. Et vu le prix de l'essence aujourd'hui... Bah non, tu vas brûler 100 balles pour que ta voiture puisse avancer. Il y a 80 € qui vont être brûlés dans les pertes, nuances. Mais bon. Ça devrait faire un petit peu réfléchir. Pour les voitures électriques, c'est plutôt le ratio inverse, puisqu'elles peuvent atteindre jusqu'à 95% d'efficience, comme on l'a dit presque. Alors oui, sauf qu'en fait là, on prend uniquement l'énergie qu'on fout dans le réservoir ou dans la batterie. Globalement, dans ce qui va stocker l'énergie. Sauf que, si je prends une voiture thermique, donc une voiture essence ou diesel, j'extrais du pétrole. Par exemple, je vais l'extraire... imaginons, je vais l'extraire en pleine mer, tiens. Je vais le foutre dans un super tanker. Mon super tanker, il va aller par exemple au Havre. Au Havre, on va le raffiner. Puis après, on va l'amener dans une station-service et je vais le mettre dans ma voiture. Il m'aura fallu de l'énergie pour l'extraction, le transport, le raffinage, le transport du produit raffiné, et ensuite, il faut un peu d'énergie pour les pompes pour le mettre dans la voiture. Mais globalement, on va avoir une consommation d'énergie qui est, au vu des si on transporte en quantité suffisamment importante, qui ne sera pas très 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 élevée. Maintenant, pour ma voiture électrique, il me faut de l'électricité. Donc par exemple, on va prendre la source d'électricité principale en France, le nucléaire. Imaginez que mon électricité vient d'une centrale nucléaire. Pour ça, il me faut aller extraire du combustible nucléaire, donc de l'uranium. Donc je vais extraire du minerai d'uranium, par exemple, au beau milieu de l'Afrique. Il me semble que c'est là-bas qu'on l'extrait. Je l'extrais. Il va falloir de l'énergie pour l'extraire. Ensuite, il va me falloir de l'énergie pour le transporter en France. En France, il va falloir que je prépare mon combustible. Donc, il va falloir que je le raffine, entre guillemets. C'est l'étape de la raffinerie. Je le raffine, je l'amène dans ma centrale nucléaire. Je le transforme je produis de l'électricité avec. Donc là, je vais avoir des pertes. Parce que, en gros, le combustible nucléaire, avec la fission, il chauffe. La chauffe permet de chauffer de l'eau. Je fais tourner une chaudière, je produis de l'électricité. Là, j'ai des pertes. Et j'ai des pertes équivalentes à celles d'un moteur thermique. Même si le rendement est un peu meilleur parce que je travaille sur des quantités d'énergie bien plus importantes. Mais globalement, j'ai des pertes assez conséquentes en termes de chaleur et de friction. Et maintenant, ensuite, il va me faire... Et ensuite, donc là, déjà, j'ai rajouté une étape de plus. C'est-à-dire qu'après le raffinage, j'ai la transformation de l'énergie. Ensuite, il va falloir que je transporte cette électricité. Il va me falloir la mettre dans une batterie. La charge d'une batterie, ça consomme de l'énergie. Et ensuite, il va me falloir la stocker. Sachant qu'une batterie, elle perd de l'énergie avec le temps.
Donc oui, sur l'énergie brûlée, enfin sur l'énergie consommée à un instant T pour faire tourner le moteur, je consomme moins sur l'électrique. Enfin, je suis plus efficient, pardon. Mais si je prends la globalité du cycle de vie de l'énergie, bah, je suis pas sûr que le bilan soit en faveur de l'électrique. En fait, le truc, c'est que c'est bien de prendre des arguments qui vont que dans votre sens, les gars. Hein. Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. À la suite. Précédemment, la chaîne Villebrequin se veut et se revendique clairement en faveur des voitures à moteur à combustion interne, et il n'y a rien de mal à ça. La passion de l'automobile est quelque chose que nous partageons aussi, même si nous sommes avant tout des fanas de technologie. Mais là où nous ne sommes pas du tout d'accord avec Villebrequin, c'est la haine viscérale qu'ils éprouvent à l'égard d'Elon Musk. Elon Musk est l'antéchrist. Bon, c'est vrai, ce n'est pas dit comme ça dans leurs vidéos, mais la manière dont ils parlent du PDG de Tesla est pour le moins critique, voire insultante. Il est vrai qu'Elon Musk peut être à certains égards une personnalité polarisante, mais de là à la traiter de Un gros trou du cul. et de sale con, selon nous, il dépasse un peu les bornes. Bref, si leur vidéo ne s'arrêtait qu'à un règlement de compte avec Elon Musk, cela pourrait encore être compréhensible. Là où nous ne sommes pas du tout d'accord, mais alors pas du tout, c'est la manière dont ils perçoivent l'entreprise Tesla. Allez, la pub de merde. Tesla, hein. Pour Villebrequin, Tesla est Attendez. ils perçoivent l'entreprise Tesla. C'est une bulle spéculative Tesla. Hein. Pour Alors, on rappelle qu'une bulle spéculative, en fait, c'est un objet d'investissement qui grossit, puis explose, pour faire simple. Et quand il explose, ça tombe. Bref. Villebrequin, Tesla est assimilé à une sorte d'arnaque sur les marchés financiers et il le compare même au Bitcoin. Une bulle spéculative, c'est pas une arnaque. Une bulle spéculative... Prendre Wikipédia, vous savez quoi, on va pas perdre de temps. Alors... La notion de bulle économique, bulle de prix, bulle financière ou encore bulle spéculative désigne la situation à un niveau de prix d'échange sur un marché, marché d'actifs financiers, actions, obligations, marché d'échange, marché immobilier, marché des matières premières, crypto-monnaies, etc. et artificiellement excessif par rapport à la valeur intrinsèque ou fondamentale des biens ou actifs échangés. Alors, en quoi Tesla pourrait être une bulle spéculative? Tesla vaut plus de 1000 milliards de dollars. Uniquement sur papier. C'est-à-dire que Tesla est l'entreprise de transport automobile qui, du moins, il n'y a pas si longtemps que ça, valait le plus cher au monde. Alors que les numéros 1 du game, genre, alors que les mecs dans le top 10 du game, genre Volkswagen, Mercedes, ça sont très loin derrière. En gros, ce qui veut dire que Tesla ne tire pas sa valeur de ce qu'ils produisent, mais uniquement de leur cotation en bourse. Et là, oui, on est clairement sur une bulle spéculative, parce que ça veut dire que Tesla, en dehors de la bourse, bah, il n'y a pas rien, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, oui, on peut clairement comparer ça aux crypto-monnaies qui sont uniquement des valeurs virtuelles. Tesla est une valeur virtuelle. Que Elon, il a poussé le délire, mais un petit peu trop loin. Genre, c'est devenu un bitcoin, le bordel. Ce qui n'a, on le rappelle, rien à voir. Déjà, Si, ça a quelque chose à voir du point de vue que Tesla, comme je dis, en dehors de la bourse, en fait, Tesla produit beaucoup moins de valeur que ce qu'ils valent. C'est-à-dire que la majeure partie de la valeur de Tesla est uniquement basée sur en fait, leur valeur en bourse. C'est-à-dire que demain, tout le monde vend ses actions Tesla. Demain, les actions Tesla chutent, peut-être même juste de 10%, l'entreprise se casse la gueule. Clairement. l'un est une entreprise et l'autre est une monnaie décentralisée. Peut-être voulait-il faire un rapprochement avec le phénomène de bulle financière associé au Bitcoin. Il parle de bulle spéculative, donc c'est pas peut-être, c'est oui.
Mais bon, visiblement, la mauvaise foi chez Tesla News France, c'est quelque chose de récurrent. En ce sens, il serait plutôt judicieux de comparer Tesla à Amazon, en tant que growth company, qu'on pourrait traduire par une entreprise à forte croissance. En fait, il a fallu 14 ans à Amazon pour réaliser son premier bénéfice, de même qu'il a fallu à Tesla pas moins de 10 ans pour devenir profitable. Alors, attends. On est d'accord que ça, c'est les valeurs des actions. Alors là, en fait, il y a un truc qui me choque, c'est que, en fait, c'est pas la vente d'actions qui fait des bénéfices. Attendez. Forte croissance. En fait, il a fallu 14 ans à Amazon pour réaliser son premier bénéfice. Croissance. En fait, Open, high, low, c'est bizarre parce que ça ressemble vachement à un truc qu'on appelle le cours d'une entreprise. Et le cours en bourse ne représente pas les bénéfices. C'est bien de vouloir parler de l'économie d'une compagnie sans y connaître quoi que ce soit en économie. Hein. Ça c'est le niveau 0. Enfin, pas le niveau 0, mais. Enfin, pardon, là, c'est de la finance plutôt. C'est le niveau 0 de la finance de différencier les bénéfices d'une entreprise de sa valeur en bourse. Et oui, parce que. Alors, la valeur en bourse d'une entreprise, elle est liée à sa viabilité. Hein. Ça, c'est un fait. Mais c'est pas pour autant qu'on peut se baser sur la valeur en bourse pour déterminer si l'entreprise est rentable. Il a fallu 14 ans à Amazon pour réaliser son premier bénéfice, de même qu'il a fallu à Tesla pas moins de 10 ans pour devenir profitable. Pourquoi? Car Jeff Bezos, et on peut aussi être fan du personnage ou carrément le haïr, là n'est pas la question. Jeff Bezos, comme je le disais, avait compris et tout misé sur un changement drastique de l'industrie du livre, puis du commerce dans son ensemble. Il avait compris avant tout le monde que les ventes se feraient majoritairement en ligne et beaucoup s'étaient moqués de lui à l'époque. De la même manière, il semble que Villebrequin soit passé à côté d'une grande partie de l'histoire, puisque la capitalisation de Tesla est due non seulement à la partie automobile de la compagnie, mais cela va bien au-delà. Tesla est une entreprise à forte croissance et leur historique d'exécution est pour le moins remarquable. On vous a parlé dans de précédentes vidéos des percées de Tesla dans le monde de l'assurance, des véhicules autonomes et des VTC. Tout autant de maillons dans l'industrie des véhicules électriques sur lesquels Tesla compte mettre la main. Tout cela pour vous dire que Tesla ne sera pas le Renault du futur, mais plutôt le Renault, le Total, l'AXA, l'Uber, le EDF du futur et le tout à la fois. Ouais, c'est déjà arrivé, ça s'appelait Rockefeller. Ça s'est pété la gueule parce que le monopole c'est pas bon. Voilà. Un mastodonte de la future économie verte, du numérique et des transports qui mérite bien sa valuation qui ne cesse de grimper. Cela paraît incroyable, dit comme ça. Mais si la concurrence n'évolue pas et ne s'adapte pas, c'est bien ce qu'il pourrait arriver. Pour preuve, si vous faites un tour sur Wikipédia et que vous regardez le top 10 des plus grosses entreprises mondiales, vous pouvez voir que 6 d'entre elles sont dans le secteur de l'énergie. Et Tesla est l'une des entreprises qui a une des plus fortes valeurs au monde, et vous pouvez voir que en termes de revenus et de profits, ils ne sont pas dans le top 10. Et pourtant, Tesla, c'est l'une des entreprises avec l'une des plus fortes capitalisations boursières au monde. Par contre, Amazon, eux, ils ont une très forte capitalisation boursière, mais ils valent très cher aussi. Parce que ça, voilà, la réelle valeur d'une entreprise, c'est ça, hein, c'est vraiment qu'est-ce qui dégage en chiffre d'affaires. Et 2 sont des constructeurs automobiles, Toyota et Volkswagen. Ouais, alors, 2 sont des constructeurs automobiles. Et quand on regarde, Volkswagen et Toyota sont en train de monter alors qu'ils ne prennent clairement pas le virage que veut prendre Tesla. C'est bizarre quand même. Bon. Énergie, transport, comme par hasard. Et je ne vous ai même pas parlé des autres marchés potentiels qui pourraient propulser le cours de l'action Tesla dans la stratosphère.
Ouais, le cours de l'action Tesla, on rappelle que c'est pas le bif que tu fais avec tes ventes. Hein, je rappelle. Non, c'est pas parce que tu vaux beaucoup en bourse que ton entreprise est vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, si tu vaux beaucoup en bourse mais que tu fais pas de chiffre d'affaires, bah dès que la bourse va se casser la gueule, ton entreprise elle est morte. Déjà que quand tu fais du chiffre d'affaires en cas de crise, c'est chaud. Et donc Tesla, c'est vraiment une bulle spéculative en fait. Hein. Mais bon. Comme par exemple la création d'un App Store pour le système d'infotainment, la mise en place d'une flotte de robotaxis autonomes ou encore la mise sous licence de leur logiciel de conduite autonome pour d'autres constructeurs. Bref, si Tesla se lance dans le service informatique, les potentiels de gains seront quasi illimités pour la compagnie. Maintenant, venons-en au passage de leurs vidéos qui parlent d'environnement et qui clament haut et fort que les vilaines voitures électriques polluent autant qu'un pétrolier échoué sur un récif corallien. Je vous assure, j'exagère à peine. L'électrique, ça pollue plus que tout. Même si on a déjà sur cette chaîne sorti de nombreuses vidéos à ce sujet, l'idée que les véhicules électriques polluent infiniment plus que les voitures à essence perdure et se Sur la voie de droite, la voie est trop court pour atteindre la borne. répand comme une traînée de samplon 95. On n'a aucune idée de l'incidence qu'auront le recyclage des batteries et la durée de vie des batteries dans l'absolu. En fait, si justement, et c'est là où, contrairement au pétrole, qui une fois extrait est littéralement brûlé dans l'atmosphère et disparaît à jamais, les matériaux utilisés dans les batteries des voitures électriques sont hautement recyclables jusqu'à 95%. Oui, ça c'est la théorie. Maintenant, le fait est que l'extraction des métaux qu'on utilise dans les batteries, donc lithium, terres rares, etc. On dit terres rares, mais en réalité c'est très présent, c'est juste que les endroits où ils sont vraiment exploitables sont assez rares. Ben, en fait, on fait face à un problème. Cette extraction elle est extrêmement polluante et en fait, le recyclage coûte une fortune. Et à l'heure actuelle, bah, une batterie, ça pollue beaucoup à fabriquer. Et le recyclage n'est pas très répandu. Si vous cherchez des projets de recyclage de batteries, je vais vous dire, hein, par exemple pour les batteries au plomb, en Aquitaine, si vous voulez recycler des batteries au plomb, vous avez une entreprise qui les prend. Des Richebourg. Pour les professionnels. Hein. Et à part des Richebourg, vous n'avez pas grand monde qui va en prendre. Hein. C'est littéralement l'une des seules entreprises qui propose ce service avec un réel gain pour celui qui apporte les batteries. Parce qu'il faut savoir qu'un recycleur de batteries, il achète les batteries qu'il va recycler. Et en fait, les batteries des voitures électriques, donc les lithium-ion généralement, c'est pas rentable à recycler pour l'instant. Alors oui, c'est recyclable, mais c'est pas parce que c'est recyclable que je vais le faire, parce que si j'y perds de l'argent, bah j'ai pas intérêt à le faire. Alors c'est con comme logique, hein, mais ça marche comme ça là ici. Et il n'y a pas de limite réelle à ça. Les atomes de lithium, de cobalt ou de nickel ne subissent aucune dégradation. C'est l'un des aspects les plus intéressants de cette technologie. Alors j'aurais une source pour l'aucune dégradation, parce qu'en fait c'est pas les atomes qui subissent une dégradation quand on recycle, hein. C'est qu'on perd du matériau dans le recyclage. Par exemple pour le verre, on est obligé de le chauffer pour le recycler. Et quand on le chauffe, bah, on a une espèce d'évaporation des molécules. Mais en soi, les atomes qui composent le verre, ils sont pas abîmés. Ou alors c'est qu'on a vraiment chauffé tellement fort qu'on a ionisé le bordel. Les métaux sont recyclables à l'infini, à l'exception des petites quantités qui se perdent dans le processus de recyclage lui-même. On peut en fait continuer à le faire encore et encore et encore. Next. Surtout, à une échelle, se veut dans le futur être global en fait. Parce que là, le truc qu'on remet pas en perspective, c'est que là tout le monde se dit oui, mais enfin ça va, 2-3 batteries, ok. Oui, mais l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est que tout le monde, que le parc automobile complet passe à l'électrique. Ce qui peut pas marcher, ne serait-ce que électriquement, hein, parce que tout le monde va devoir recharger ses bagnoles et tout. Hein. Les infrastructures seront jamais adaptées. L'idée selon laquelle la production d'électricité serait insuffisante est aussi fausse que très répandue.
EDR, RTE, le réseau de transport électrique français. 1. Le putain de réseau de transport électrique français a fait une étude il y a quelques années, récemment, sur le parc de voitures électriques, où ils disent clairement que si RTE dit clairement que si on ne lance pas une modification du réseau électrique pour tenir la capacité, on va tout faire péter. Et puis, je vous rappelle qu'actuellement, en France, on est en giga galère au niveau de l'électricité. Genre actuellement, EDF, ils sont en train de serrer pour qu'il n'y ait pas de coupure. Maintenant, mettez tout le parc de transport électrique. Va falloir en compte sur les centrales nucléaires. Hein. Parce que si on veut pas dépendre du charbon ou du pétrole ou du gaz, va falloir en mettre de la centrale nucléaire. Oui, parce que les énergies renouvelables, l'hydraulique, on peut avoir du permanent avec de l'hydraulique. Par contre, le solaire, le photovoltaïque et l'éolien, en permanent, le photovoltaïque la nuit ça va être compliqué. L'éolien, dès qu'il n'y a pas de vent, ça va être compliqué. Le marémoteur, ça varie selon la marée. La géothermie, ça peut être permanent. Le thermique dit renouvelable, c'est-à-dire le thermique par biomasse ou le thermique par combustion des déchets dont on ne sait rien autrement, ça peut être plus ou moins permanent. Mais globalement, demain on passe tout le parc de transport en électrique. Ça va couper dans toute l'Europe. Rien que si c'est juste tout le parc français. Oui, parce que les réseaux sont interconnectés entre les pays, ce qui permet d'ailleurs une meilleure répartition, une meilleure gestion de la fréquence. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais globalement, dites-vous qu'un réseau électrique, si la fréquence est pas bonne, ça pète. Et si la fréquence est pas bonne, c'est qu'on a un déséquilibre entre production et consommation. Et si on met tout le parc de transport en électrique, ça va péter. D'ailleurs, Automobile Propre nous a livré un excellent article à ce sujet intitulé « La France peut-elle alimenter 15 millions de voitures électriques ?» Pour y répondre, RTE, une filiale d'EDF en charge du transport d'électricité, a publié un rapport réalisé en collaboration avec l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, AVER. En s'appuyant sur les estimations des pouvoirs publics et constructeurs, il imagine que 7 à 16 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables circuleront en France d'ici 2035. Et voici leur conclusion. Un parc national composé de 15,6 millions de véhicules branchés représenterait une consommation de 35 à 40 TWh, soit 8% de la production électrique totale française. En temps réel, actuellement on produit 6000 MWh à peu près là actuellement, donc c'est-à-dire aujourd'hui il est c'est pas du temps réel cette merde. Oula. Voilà. Ça c'est bien. RTE donné en temps réel. Alors actuellement, samedi 26 novembre. Il n'y a pas le total. Bon, on est à 50... Attendez. 58 mégawatts. Et maintenant, si je voudrais...
Consommation d'électricité. Non, putain, bon, j'arrive pas à trouver. Bon, bref, en fait, le truc, c'est que c'est 8% de la production électrique totale française, mais en fait, il y a un gros problème dans leur argumentaire. C'est que c'est 35 à 40 TWh, mais ils disent pas comment c'est réparti. C'est-à-dire que si c'est réparti sur la journée, on peut espérer tenir. Mais l'emmerde, c'est que déjà, si on se retrouve avec les emmerdes qu'on a actuellement avec l'électricité, je vous rappelle que le problème en fait dans la consommation d'électricité, c'est pas la consommation globale, c'est les pics de consommation. Bon, bref. Pas de quoi faire disjoncter notre infrastructure électrique. Sur l'année, non. Avec des pics, oui. Et d'ailleurs, hein, alors est-ce qu'il y a des sources? Ça serait bien d'avoir le lien vers le rapport RTE. Bon, il est pas. Désolé, mais là encore, Villebrequin a tout faux. Enfin... rapport RTE, véhicule électrique. Alors, rapport RTE à vert, nanana. Le système, nanana. Alors. Alors, RTE à vert, nanana. Putain. Je veux le rapport complet, bordel. Alors. Soit 10%. Ce niveau, nanana, les périodes de fort déplacement, nanana, les points de consommation d'électricité peuvent être atténués grâce à la mise en place de solutions simples de pilotage. Le problème, c'est ce pilotage en fait. Mais putain, il faudrait le rapport complet. Ça serait bien. Bon, il n'y a pas le rapport complet, c'est dommage. Mais en gros, le problème, voilà, en gros, le problème, c'est les pics de consommation. Parce qu'Arthur me dit que c'est pilotable. Mais là, à l'heure actuelle, on se rend compte que si on a la moindre grosse couille sur le réseau, genre des centrales en panne, enfin en panne, à l'arrêt pour maintenance, bah ça merde. Un dernier passage de la vidéo de Villebrequin qui nous a bien fait rigoler, c'est la conclusion de leur vidéo. Avec moi pour la conclusion, parce que je sais la question qui va arriver. La question qui va arriver, c'est est-ce que Tesla, c'est le futur? En l'état, en tout cas à l'heure actuelle, on n'a pas connu d'autres évolutions dans la création des batteries, le recyclage des batteries, dans l'autonomie, dans la recharge, dans les infrastructures. Donc on n'a pas évolué là, et à l'époque où on en est, alors que ça fait déjà un moment que ça existe, je vois pas dans quel monde c'est le futur. Peut-être qu'on remettra cet extrait dans 30 ans quand tout le monde roule en électrique. Ouais. Et qu'on aura l'air de sale. Et qu'on aura l'air de bons gros cons. Mais vraiment, à mon avis, il y aura d'autres solutions. Quand on entend une phrase comme ça, il y a une seule chose que l'on peut répondre, LOL. La conclusion de la vidéo de Villebrequin résume à peu près tout ce qu'il y a de misconceptuel. Ça existe ce mot. Bah en soi, je suis désolé, mais l'électrique, ça n'a pas tant que ça évolué. Hein. La première voiture électrique, bah, c'est quasiment aussi vieux que l'automobile. Hein, puisque au début du XXe siècle, la première voiture a passé les 100 km/h, c'est une électrique. Un moteur électrique, c'est la même chose depuis le début. Un aimant, une bobine, on fait passer du courant dans la bobine, on fait tourner l'aimant, ça roule. Les batteries, globalement, c'est la même chose depuis quelques années. Voilà. On n'a pas d'évolution. Enfin, les technologies évoluent petit à petit, mais globalement, hein, quand on regarde, les autonomies, elles ont augmenté, mais pas tant que ça. La recharge, on se rend compte que la recharge batterie, c'est pas forcément bon pour les batteries. La recharge rapide.
L'infrastructure électrique, si on la fait pas évoluer, c'est la merde. Hein. RTE dit bien une chose dans son rapport, il faut un pilotage de l'infrastructure électrique, pilotage qui actuellement est vieillissant. Même si RTE se veut rassurant, normalement si les pouvoirs publics investissent dans les réseaux électriques, on devrait pouvoir tenir. Mais le problème, c'est les investissements. Ouais, le problème, c'est les gogoles anti-nucléaires qui veulent des voitures électriques aussi. Enfin, c'est les gogoles anti-nucléaires qui surtout veulent plus de thermique. Ça va être compliqué de virer et le nucléaire et le thermique. Enfin, de virer et le nucléaire, la production électrique, et le thermique dans les transports. Pour une raison très simple, hein. On ne pourra pas produire assez d'électricité. À propos des voitures électriques, bref, ce n'est pas comme si le prix des batteries avait littéralement chuté depuis 10 ans. Ouais, le prix, est-ce que la technologie, elle s'est vraiment améliorée? Parce que oui, ma batterie elle coûte 2, 3, voire 10 fois moins cher. Mais si la technologie est toujours aussi balbutiante, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est péniblement au niveau qui atteint péniblement le niveau de performance des voitures thermiques avec des faibles capacités d'autonomie, bah je suis pas sur quelque chose de oufissime. Des entreprises spécialisées dans le recyclage sont en train de faire des progrès considérables dans ce domaine. Alors pourquoi c'est aussi compliqué que ça de faire recycler des batteries, bordel? Même des batteries au plomb. Parce qu'il y a des progrès, hein, mais les progrès globalement ils sont assez expérimentaux. Et que l'autonomie des voitures électriques ne fait qu'augmenter, et ce, même sur la Nissan Leaf. Alors, on va voir l'évolution de l'autonomie d'une Nissan Leaf, sachant que c'est les autonomies données par Nissan, je suppose. C'est vous dire. Et qu'en fait, ne fait qu'augmenter, et ce, même sur la... Alors, en 2011, on avait une autonomie de 73 km. En 2018, on a une autonomie de 151 km, soit à peu près un doublement de l'autonomie. Je vous rappelle que sur une voiture thermique, si j'ai un réservoir de 40 litres et que je fais du 8 litres au 100, j'ai 500 bornes d'autonomie. En fait, c'est-à-dire que sur une voiture thermique, j'ai une autonomie qui est facilement de 500 km. Mais genre, c'est facile. Même avec un réservoir de 30 litres, pour avoir 500 km avec un réservoir de 30 litres d'autonomie, il va me falloir 6 litres au 100 de consommation. Sachant que la consommation d'énergie des moteurs électriques, bah, elle baisse pas tant que ça. Ce qu'on augmente, c'est la capacité de la batterie. Plus le fait que les batteries, ça pèse lourd. Hein. Une voiture électrique, ça pèse vite très lourd sur la balance. Donc bon, par exemple, pour des voitures familiales, avec faut mettre beaucoup de monde à l'intérieur avec des bagages, tout ça, bah, le problème c'est que les 3,5 tonnes elles vont être vite atteintes et le permis B, il y a un moment où ça va être compliqué si tu veux de l'autonomie et rester sur un permis B. Pareil sur l'utilitaire. Oui, parce que le truc c'est que ton réservoir d'essence, bah, globalement, si on... Ça pèse combien? Attends. Masse volumique essence. Blablabla. 750 grammes par litre. Alors si je prends 750 grammes par litre et qu'imaginons je mets 50 litres de carburant. 750 x 50. Merde. 750 x 50. 37,5 kg de carburant. 37 kg.
Vous savez quoi, on va prendre le poids des batteries d'une Tesla. Teleum, Easy by EDF, tiens. J'ai accepté. Blablabla. Le poids actuel des batteries de voitures électriques est généralement compris entre 250 et 300 kg. 50 litres de carburant qui peuvent me permettre d'avoir une autonomie de facilement 500 km pèse 37,5 kg. La batterie d'une voiture électrique pèse entre 250 et 300 kg. Afin d'obtenir, selon Easy by EDF, en 2021, afin d'obtenir la même autonomie avec une voiture électrique, avec une voiture thermique, je suis obligé d'augmenter mon poids. C'est-à-dire qu'en fait, plus ma batterie est légère, moins je vais pouvoir mettre d'énergie dedans. Vous imaginez les batteries de 1 tonne 250? Vous imaginez le bordel d'une batterie de 1 tonne? Une Tesla modèle 3, ça fait 1 tonne 645 à vide. Et non, ok, il n'y a pas les... 600 kg. Selon Mediapart, il y a 600 kg de batterie dans une Tesla. Vous vous rendez compte, 600 kg de batterie? Panasonic, la batterie, c'est la modèle se trouve dans le plancher. Marquise d'endommagement de la batterie. Donc on est entre 47 et 49 grammes par cellule. Ouais, une modèle S, selon Wikipédia, on a 625 kg de batterie dans le... sur la production. En grande batterie, on a 540 kg de batterie. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte que ça cause un gros problème. 500 kg de batterie. Pour une autonomie, une modèle S, je crois que c'est dans les 500 km d'autonomie. 500 kg de batterie contre 37 kg d'essence. Allez, on va dire 40 kg de carburant. Vous voyez venir le problème si on veut faire des voitures électriques avec une grosse autonomie? Vous voyez venir le problème d'une bagnole qui va faire 3 tonnes à vide parce qu'il nous faut de l'autonomie? Enfin, c'est pas vivable. Nissan Leaf, c'est vous dire. Et qu'enfin, évidemment, des dizaines de milliers de bornes de recharge avaient poussé comme des champignons en l'espace de quelques années seulement. C'est bien les bornes de recharge. Maintenant, oui, c'est bien le réseau de bornes de recharge. Il faut l'alimenter. Est-ce que j'ai l'infrastructure électrique pour alimenter à ce jour? RTE se veut rassurant. Des experts disent que va falloir améliorer le réseau, faire développer les smart grids, etc. On est en train de le faire. Hein. Ça demande des travaux. Alors, le réseau risque de... Je rappelle qu'à l'heure actuelle, le réseau électrique est dans la merde. Alors, si la chaîne Villebrequin ne voit pas ces changements, cela ne nous étonne pas qu'il ne voit pas dans quel monde l'électrique serait le futur. Et pour... En fait, je vais vous dire une chose. Ce qui est bizarre, c'est que... en maîtrise de l'énergie, en licence professionnelle maîtrise d'énergie, on a des chercheurs qui travaillent sur les batteries, etc.
disent que l'électrique à l'heure actuelle représente un futur très incertain. Et pour plusieurs raisons, hein. Production des batteries, production, enfin voilà, plein de détails, bon bref. Pour revenir à l'histoire de passer pour des vieux cons dans 30 ans, seul l'avenir nous le dira. N'oublions pas qu'Internet a de la mémoire. Et pour le moment, ce qu'il se passe avec Tesla et le reste de l'industrie automobile, c'est plutôt quelque chose comme ça. Ah bon. Je vous rappelle qu'on a Hyundai, si je dis pas de bêtises, qui développe des bagnoles à hydrogène. Non, en fait, le reste de l'industrie automobile, il se fait pas coucher par Tesla. Hein. Volkswagen, le groupe Volkswagen tient le coup, le groupe Renault tient le coup, le groupe PSA tient le coup. Enfin, Stellantis, maintenant, du coup, tient le coup. Enfin. Tesla, ils sont un peu regardés en mode MDR par certains, hein, mais bon. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Conclusion. Même si leur vidéo est très critique par rapport à Tesla et par rapport aux voitures électriques, il y a tout de même des points où nous sommes d'accord avec eux. Par exemple, quand ils évoquent l'incitation à changer de véhicule pour passer à l'électrique alors qu'on a déjà une voiture thermique en parfait état de marche, et aussi lorsqu'ils parlent des voitures hybrides qui offrent un avantage certain dans la transition vers les voitures électriques. À mon sens, le point qui est le plus écologique et qui est totalement oublié aujourd'hui, c'est qu'on incite les gens à renouveler le parc, à changer leur voiture et à vraiment tout effacer d'un revers de main pour tout remettre en électrique. Ce qui crée une pollution phénoménale de refaire un parc complet. L'hybride propose au moins les avantages du thermique, c'est-à-dire l'autonomie, la recharge, et surtout la polyvalence d'un véhicule alliée aux effets bénéfiques d'un moteur électrique. Un autre point avec lequel nous sommes entièrement d'accord est quand ils évoquent les effets d'annonce d'Elon Musk et des produits de Tesla qui tardent à être mis sur le marché. Moi je dis que le Cybertruck je le vois toujours pas et que le camion j'ai toujours pas vu. Ça me rappelle vraiment Devil 16 en fait. C'est des annonces incroyables qui font bander tout le monde mais qu'en fait... L'Elon Time est un problème qui peut en agacer plus d'un et nous... Bah, Elon Musk il vit que sur l'effet d'annonce et globalement il s'avère que bah oui, le mec fait que de l'annonce. C'est pas l'Elon Time, en fait c'est l'Elon Time presque on devrait dire. Hein, parce que oui, le Cybertruck, on l'a jamais vu rouler, hein, le Tesla Semi, on l'a jamais vu rouler. C'est un peu la merde. Nous avons aussi largement critiqué cette dérive dans nos vidéos. Bref, la vidéo de Villebrequin a au moins le mérite de créer le débat, car jamais nous n'aurions pensé faire une vidéo de réaction à une autre vidéo YouTube sur cette chaîne, et encore moins sur Villebrequin. Par ailleurs, nous avons aussi trouvé de nombreux autres points de désaccord dans leurs vidéos, mais si on prenait le temps de tous les lister ici, je pense qu'on pourrait y rester des heures. Si vous voulez creuser le sujet, je vous mets en description une série de vidéos que nous avons publiées sur cette chaîne. Voilà, on va en rester là. T'as le problème, hein, globalement, si je devais faire une conclusion... si je devais donner une conclusion, ce que je vais faire tout de suite... En fait, le truc, c'est que globalement, on est sur des arguments pas forcément très honnêtes. C'est là qu'est tout le problème. Parce qu'en fait, les mecs ne prennent des arguments qui n'ont que dans leur sens sur les voitures électriques. Par exemple, ils ne nous parlent pas de la comparaison entre le plein, enfin la recharge de voiture électrique et le plein de voiture thermique. 1 litre d'essence, c'est à peu près 10 kWh. 1 kWh d'électricité, c'est 1,50 €, si je dis pas de bêtises. Donc 1 litre d'essence, si on le convertit en électricité, ça vaut 1,50 €. Maintenant, faut voir les consommations d'énergie des voitures électriques, tout ça. La vidéo fait déjà 1 heure, donc on va peut-être pas pousser dans ces détails-là, mais globalement, le fait qu'une voiture électrique revient moins chère sur le fait de la rouler au niveau des recharges, bof. Aussi, quand les mecs nous parlent d'efficience, quand les autres nous parlent d'efficacité, en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Globalement, en fait, j'ai l'impression qu'on est sur le fanboy Tesla, Elon Musk, tout ça.
Et c'est dommage, hein, parce que il y avait probablement des choses bien plus intéressantes à dire sur la vidéo du Vilebrequin. Mais bon. Et globalement, oui, l'électrique à l'heure actuelle, c'est pas forcément le futur tel qu'on le voit. Bon, bref. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à commenter si vous avez un avis à laisser. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. En attendant, portez-vous bien.